Je me trouve dans le Wyoming aux États-Unis et derrière moi se trouvent les restes d'un ancien camp de concentration qui a été bâti par les Américains pour parquer les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai très envie de vous raconter cette histoire. Bonjour. Je me suis lancé comme défi de traverser les États-Unis d'est en ouest en 7 jours avec l'objectif de découvrir le plus de nouvelles choses possibles durant le voyage. Jour 1, on a visité la ville de Salem. Jour 2, on s'est retrouvé à Yale. Jour 3, on s'est aventuré dans la capitale du crime. Jour 4, on a découvert le plus grand truck stop des États-Unis. Jour 5, on a rencontré l'habitante unique du village de Monohai. Et aujourd'hui, on traverse tout le Wyoming avec pour première étape Heart Mountain. On démarre la journée à 14 163 au compteur. Hier, on a fait plus de 1100 km. Aujourd'hui, l'objectif est à peu près similaire. On est dans un parc national. On a dormi dans la voiture. Ici on est à Heart Mountain et c'est parmi les 10 camps de concentration américains celui qui a le plus résisté au temps. Il y avait entre 11 000 et 14 000 Japonais qui étaient retenus prisonniers, appelons ça comme ça. 11 000 selon certains monuments que je vois, 14 000 selon ce qui est indiqué à l'entrée du site. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il y avait 126 ou 127 000 Japonais qui habitaient au Japon au début de la Seconde Guerre mondiale. 120 000 d'entre eux, voire plus, ont été incarcérés dans ces camps. Donc quasiment la totalité des Japonais. Japonais, pour la plupart américains, ont passé du temps dans ces camps. Beaucoup de temps. Après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon le 7 décembre 1941, la peur et la suspicion envers les Japonais installés aux États-Unis explosent. On les voit comme des traîtres, comme des espions, comme des meurtriers, comme l'ennemi. Le gouvernement américain réagit rapidement, de façon froide et sans pitié, en ordonnant l'internement de plus de 120 000 personnes d'ascendance japonaise, la quasi-totalité des personnes d'origine japonaise vivant sur le sol américain. L'ordre exécutif 90-66, signé par le président Franklin D. Roosevelt le 19 février 1942, a autorisé les militaires à désigner des zones d'exclusion où les Japonais pouvaient être exclus pour des raisons de sécurité nationale. Cet ordre a servi de base légale pour la création de véritables camps d'internement, 10 pour être précis, principalement situés dans des régions reculées de l'ouest des États-Unis. Les baraques ressemblaient à ça et il y en avait 450. Les premiers bâtiments que je vois, il n'y a pas moyen de rentrer à l'intérieur, ils sont solidement fermés et tout est barricadé, donc même un petit aperçu de l'intérieur on l'a pas. Le site est préservé mais pas trop non plus, hein. On peut se balader librement. Des baraques comme ça, il y en avait quand même 450. Elles sont relativement bien espacées, donc on imagine que ça prenait vraiment tout le champ, toute la zone que je vois à perte de vue. Et on est au milieu de nulle part. Je vois une ferme au loin là-bas et puis des montagnes de l'autre côté, mais c'est une prison en fait, même si tu veux t'échapper, courir. Pour aller où? Le camp, ça n'était pas que des baraques, c'était un véritable village avec tout ce que ça comprend. Déjà une grande école au centre parce qu'il y avait beaucoup d'enfants ici. On voit qu'il reste quelques petites installations. Là il y a des poteaux électriques. Derrière moi il y a une espèce d'usine, je crois que c'était un silo à grains ou quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il se passait quand même beaucoup de choses sur place. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de baraques, qu'on n'ait pas plus l'impression d'être dans un village. Mais on voit les fondations d'immeubles, on voit que voilà. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas. On voit que les bâtiments sont pas d'extrême grande qualité. Ça a été construit en quelques mois ce camp. Ce que je prenais pour des tuiles, c'est en fait un revêtement un peu caoutchouteux qui est collé à même le bois comme ça. C'était des conditions de vie qui devaient être à mon avis très difficiles. Le camp de Heart Mountain était isolé dans une région aride et froide avec des hivers rigoureux et des étés chauds. Les internés vivaient dans des baraques mal isolées, souvent surpeuplées, et devaient faire face à des conditions de vie difficiles, notamment des pénuries de nourriture et des soins médicaux limité. Malgré ça, la communauté a réussi à créer un semblant de vie normale dans le camp avec des écoles, des journaux, des clubs et même des équipes sportives. Le site de Heart Mountain restera en activité de 1942 à 1945. Ils ont fait la reconstitution d'une baraque, enfin ce qu'était une pièce quand une famille japonaise venait emménager dans le camp. Il y avait un poêle à bois, un balai avec un seau et des matelas rudimentaires. Donc les gens quittaient une vie parfois très aisée, hein, parce qu'ils avaient des commerces, etc., les Japonais, pour se retrouver toute une famille dans une pièce comme ça, assez austère, certainement très mal chauffée. Tout autour du camp, il y avait des miradors comme celui-ci, pour bien montrer qu'on n'est pas dans un camp de vacances, et les gardes
pouvaient tirer sur les Japonais qui essayaient de s'échapper. D'ailleurs, il y a eu des morts. Alors, on n'était pas dans des conditions de vie qui étaient aussi extrêmes que les camps qu'on a connus en Allemagne, en Pologne, d'Auschwitz, etc. Mais quand même, c'est des conditions extrêmement difficiles. Et si les Japonais soit se comportaient mal, soit essayaient de s'enfuir, il y avait des balles qui étaient tirées et ça en résultait à la mort de certaines personnes. Vous voyez là-bas au fond, on voit la cheminée de là où on était tout à l'heure. C'est tout derrière la montagne. Ça montre à quel point le camp il était grand et je pense que ça prenait aussi toute cette plaine là. Je me demandais pourquoi sur les centaines de bâtiments qu'il y avait ici, on n'en voit plus que quelques-uns par-ci par-là. Et bien en fait c'est parce qu'ils ont été après la guerre démontés. Je sais pas si c'est par honte ou parce qu'ils voulaient pas gâcher les bâtiments, les revendre, je sais pas. En tout cas ils ont été dispersés un peu partout dans le pays. Et ceux qu'il y a derrière moi, ce sont des bâtiments qui ont continué à servir après 1945, qui ont été rachetés par une association du Wyoming pour être ramenés ici, rénovés. Comme ça, on a quelques-uns des bâtiments originaux qui sont revenus ici. Ils en ont 1, 2, 3, 4, 5. Et là-bas, il y a un bâtiment original qui reste, qu'on peut comparer. On n'a vraiment pas de bol, question de timing. Normalement, ça, on peut le visiter, mais aujourd'hui, il y a un crew vidéo qui fait une interview d'un ancien détenu justement à l'intérieur, donc on ne peut pas accéder, ils l'ont fermé. Et le grand building qui est là-bas, c'est un nouveau conference center et il va ouvrir demain. Ce qui est fou, c'est que les Japonais qui ont été incarcérés dans les camps étaient plus américains que japonais. En fait, c'était souvent ce qu'on appelle des Issei, Nisei, Sansei. Ça veut dire qu'il y avait des premières générations, deuxième génération, troisième génération. Il y en a qui étaient nés aux États-Unis, il y en a dont les parents étaient nés aux États-Unis, donc c'était vraiment américain. Et même certains d'entre eux, après avoir été libérés, ils ont servi dans l'armée américaine pendant la guerre. Par exemple, ici, on a Toshikazu Okamoto. Et une fois qu'il a été libéré, il a servi dans le 442e régiment de l'armée américaine. C'est assez fou comme histoire. Et tout ce lieu, autant le petit musée qu'ils ont construit ici que l'extérieur, que les plaques commémoratives, sont là pour dire on s'excuse, on est désolé, on a vraiment fait du pur racisme, du pur délit de faciès. On n'a pas été correct avec ces gens qui non seulement ne méritaient pas ça de base, mais qui en plus étaient des citoyens américains. Et je crois qu'il y a quelques années, ils ont même donné des dédommagements aux familles des victimes. Ce qui est frappant, c'est à quel point l'histoire de ces camps d'internement aux États-Unis reste méconnue. Bien sûr, leurs objectifs et leurs conditions de vie étaient très différents des camps nazis, qui étaient des lieux d'atrocités inimaginables. Et même si on ne pouvait pas parler de camps de la mort, les camps américains ont tout de même marqué une grave violation des biens humains fondamentaux. Plus de 120 000 personnes, la majorité étant des citoyens américains, ont été arrachés de leur foyer, privés de leur liberté et emprisonnés sans forme de procès durant 3 ans simplement à cause de leur origine ethnique. Très content de cette petite visite, je suis vraiment heureux de m'être arrêté ici. Ça fait toujours plaisir de découvrir des morceaux de l'histoire qu'on ne connaissait pas, enfin que je ne connaissais pas en l'occurrence. Mais là j'ai très faim, donc je vous propose de nous diriger vers la ville de Cody pour aller manger un petit déjeuner. C'est parti! Bienvenue dans la ville de Cody, la capitale du rodéo. Cody, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais pourtant vous connaissez bien puisque c'est le nom de Buffalo Bill Cody, c'est son nom entier. Et Buffalo Bill, c'est vraiment le mec qui il gérait tout le Wyoming en fait. Il avait plein de terres, c'était le boss. Il y a une ville à côté qui s'appelle Buffalo. Je suis quasiment sûr qu'il y en a une autre qui s'appelle Bill, pas loin. Bref, c'était son turf, c'était son endroit à Buffalo Bill. Buffalo Bill, de son vrai nom William Frederick Cody, que l'on connaît comme une figure mythique de l'Ouest sauvage, était un chasseur de bisons devenu héros durant les guerres indiennes, puis éclaireur pour le Pony Express, le célèbre service de livraison à cheval qui traversait les États-Unis. Il entamera ensuite une carrière d'acteur dans un spectacle mêlant démonstration de tir, course de chevaux et reconstitution de batailles entre les cow-boys et les Amérindiens. C'est ce spectacle qui le rendra célèbre dans le monde entier puisqu'il jouera même en Europe, et c'est ce spectacle également qui servira de base à la construction de l'image du cow-boy et du Far West que l'on a aujourd'hui. On est vraiment dans l'Amérique des pâturages, des cow-boys, des Indiens, de tous les clichés comme ça. Alors on va pas aller voir de rodéo parce que j'ai vu que c'était uniquement le soir, à partir de 8 h du soir. Et en plus c'est vraiment... Pourquoi je me balade dans la rue et je trouve des douilles de balles? C'est pas normal. On la rend là où elle était. Hein. On est chez Granny's et j'ai enfin eu mon petit déjeuner. Breakfast all day. C'est plein à craquer. Évidemment que les gens veulent manger un breakfast toute la journée. C'est le meilleur plat qui existe aux États-Unis. Les French toast ont l'air incroyables en plus. Regardez-moi ça. C'est vrai que je vous ai pas encore parlé du Wyoming à proprement parler, mais c'est beaucoup trop bruyant. Je vais manger tranquille. Je vous en parle un petit peu plus tard. On a des hash browns, eggs sunny side up, bacon et French toast. C'est le meilleur combo. Par contre, dans la ville du rodéo, je m'attendais à avoir une portion vachement plus fat. Je pense que ça va pas me suffire.
Un peu déçu par Cody pour vous donner mon avis honnête. C'est beaucoup trop touristique, ils ont transformé la ville en attraction en fait avec ce truc de plus grand rodéo du monde et tout le centre-ville c'est devenu des magasins de souvenirs, des trucs un peu attrape-touristes, même les restos ont pas l'air incroyables. Il y a tellement plus de villes vraiment typiques qui font vraiment Far West, qui sont restées dans leur jus où tu passes, il y a personne etc. Et là ils ont un peu gâché le truc je trouve. Ceci étant dit, le Wyoming ça reste un endroit extrêmement intéressant. Je vous ai pas dit encore ce que je faisais ici, il y a beaucoup d'oiseaux sous ce toit, c'est incroyable. Si vous suivez mon épopée, vous avez vu qu'hier on a traversé le Nebraska et le Dakota du Sud. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant, c'était allez, des champs, une ligne droite. Ce qui fait qu'on a bien roulé, on a fait plus de 1100 km dans la journée. Mais question décor, on s'est un peu fait chier. Sauf quand on est arrivé à l'ouest du Dakota du Sud, où là c'était un petit peu plus vallonné. On a commencé à voir le mont Rushmore, etc. C'était des montagnes, c'était sympa. Et on est arrivé dans le Wyoming. Et le Wyoming, c'est que des montagnes, c'est que des paysages de films. C'est incroyable. Ce matin, j'ai eu un réveil un peu spécial parce que je me suis réveillé dans la voiture. Je me suis retrouvé en plein milieu d'un parc national. Il n'y avait pas d'hôtel pendant au moins 200 km, enfin plus de 2 heures de route. Donc j'ai dû dormir dans la voiture. Ce qui était pas mal avec le bruit des oiseaux, un petit peu de vent. Il n'y avait personne. Et ce matin, j'ai fait 2 heures de route de montagne, tout seul quasiment, pour arriver jusqu'à Cody et ses environs. Et franchement, c'était vraiment super. Le Wyoming, c'est assez incroyable. C'est comme on voit dans les films de Far West. T'as des plaines, mais dans le fond, t'as des décors de montagnes un peu folles. Vous voyez les montagnes, les décors, donc je vous dis, c'est vraiment superbe. Et là où on va aller aujourd'hui, c'est encore mieux, puisque le Wyoming, c'est là qu'on trouve le parc Yellowstone, qui est un endroit dans lequel je veux aller depuis extrêmement longtemps. Donc sans perdre plus de temps, on prend la route et on va traverser cet immense parc qui est plus grand que certains états des États-Unis. Donc ça va nous prendre du temps. Je vais vraiment faire un petit road trip à travers de Yellowstone et on va voir ce que ça donne. Et vous êtes de repos jusqu'à ce soir, c'est ça? Je sais pas comment ça se fait, mais durant tout le voyage, enfin même dans la majorité des voyages que je fais, je me retrouve à des endroits, je suis tout seul. J'ai l'impression que je suis le seul à être intéressé par les trucs. Il y a un truc de rodéo, c'est ouvert, il y a personne qui rentre, bah voilà, plein d'essence numéro 8 sur ce road trip, un petit peu laborieux celui-là parce qu'encore une fois ils m'ont demandé un zip code, un code postal aux États-Unis pour utiliser ma carte. Mais ça n'est pas le cas quand on pré-paye au guichet là-bas, donc j'ai mis 50 $ prépayés. Et on part sur la route. Je viens de rentrer dans le parc national de Yellowstone, il y a trop de choses à dire. Déjà, quand on rentre, on paye 35 $ d'entrée, mais 35 $ qui te donnent accès au parc pour 7 jours. Et attention, c'est pas un simple parc. Yellowstone, je vous l'ai dit, c'est incroyablement grand. C'est l'équivalent d'un état américain entier. Donc c'est comme si avec 35 $, je débloquais la moitié de la France et que je puisse circuler en voiture librement partout dans des endroits qui sont préservés avec plein d'animaux, etc. J'ai mis quelques petits points d'intérêt par-ci par-là, des geysers, des trucs à voir. On va dézoomer. Le truc le plus près que j'ai envie de voir, il est déjà à plus de 100 km. C'est pour vous dire le nombre de kilomètres qu'on va parcourir dans cet endroit magnifique. Alors c'est peut-être pas le plus intéressant à documenter en vidéo parce qu'il n'y a pas de légende, de trucs comme ça. Mais moi je kiffe parce que ça fait des années et des années que je veux venir là. Et enfin l'occasion se présente. Le soleil se lève en plus. C'était le seul point noir, il faisait pas super beau. Et là, il y a un gros trou de ciel bleu autour de moi. Je viens de m'asseoir sur la première aire de repos que j'ai trouvée. Il y a une table sur laquelle il y a un avertissement. Attention, la nourriture et les odeurs peuvent attirer les ours. Donc typiquement, on sait que il y a de la faune aussi ici. Mais surtout, le premier truc qui m'a marqué, alors je parle beaucoup mais il y a plein de trucs à dire encore une fois, c'est que la moitié des arbres, quand on rentre dans Yellowstone, sont coupés. Je me suis dit tiens c'est marrant qu'ils viennent couper du bois dans un parc national, surtout dès l'entrée comme ça, c'est un petit peu bizarre. Mais vraiment tous les pans de montagne sont avec des arbres comme ça et tout. Et plus je passe, plus j'avance, plus je vois qu'en fait les arbres ils n'ont pas été coupés, ils sont tombés. Il y a les racines encore qui sont attachées et tout. Vous voyez, ça donne des trucs comme ça. Les forêts sont toutes comme ça. Alors, il y en a quelques-uns là qui ont été coupés ici parce que c'est une aire de repos et j'imagine que c'est parce que c'est un peu dangereux. Sinon, vous voyez, les arbres ils sont comme ça. Celui-là, il s'est cassé. Genre, il a été affaibli, je pense. Il sonne un peu creux. Et les autres, vous voyez, sont tombés comme ça, ils sont juste déracinés. J'ai aucune idée de ce qui a pu arriver à ces forêts. J'aimerais bien pouvoir faire un petit coup de Google, mais on n'a pas du tout internet. On est complètement coupé du reste du monde. On est off the grid. Donc là toute la journée dites-vous que les infos que je vais vous donner ça va être oh putain très approximatif. Il y a des lacs, il y a des trucs, je suis à peine rentré, c'est loin d'être le meilleur décor je suis sûr et c'est déjà super. Par contre je me demande s'il y aura des entre guillemets des points de ravitaillement, de la bouffe, tout ça parce que j'ai vu un panneau déjà tout à l'heure qui disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'essence, donc moi j'ai fait le plein il n'y a pas longtemps, ça va, mais j'ai pas vraiment fait le plein de bouffe. Mon petit déj ce matin n'était pas si copieux et là j'ai quoi, j'ai un reste de bonbons purée,
Et qu'est-ce qui reste dans la réserve? J'ai plus que ça là, un petit paquet de chocolat macadamia japonais. C'est vraiment mes réserves pour quand je veux du chocolat qui soit pas trop sucré aux États-Unis. Ça va être léger pour la journée. Hein. Ah, ici en regardant de plus près, c'est bien un feu de forêt qu'il y a eu, mais un feu de forêt immense hein, qui a dévasté des kilomètres et des kilomètres. C'est dommage et ça m'étonne pas parce que depuis hier, alors aujourd'hui il fait frais, mais hier il y avait un chaud sec incroyable. Vous l'avez vu, il faisait plus de 40 degrés et je vois des avertissements partout. Attention, feu de forêt facile, interdiction de faire des feux de camp, risque de feu élevé, etc. Burger, sandwich, ice cream. Il y a des oasis. On va pas mourir de faim ni de soif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme petits achats au magasin? Je crois, les enfants, que je me suis découvert une nouvelle passion. Non, passion, le mot est un peu fort. Un nouveau hobby. Mais avant ça, j'ai trouvé de l'eau à 4 $. Et est-ce que vous avez déjà vu du camembert président américain? Attention, il est en conserve. ASMR. Ça, c'est le truc que tu as envie de manger dans un parc naturel, du bon camembert en conserve. Ça ressemble exactement à ce qu'on a en France. Je me rappelle plus du tout du goût que ça se trouve c'est pas si mauvais. Attention. Mais écoutez, comme moi, le goût est parti en vacances. Hein. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous m'avez vu au Mont Rochemort. Et au Mont Rochemort, on a découvert un des meilleurs, pires magasins de souvenirs au monde. Les souvenirs sont tellement kitsch, moches, dégueulasses au possible que j'ai pris beaucoup de plaisir à chercher le plus moche. Et bien, j'ai renouvelé ça aujourd'hui et ça me donne vraiment envie de faire un tour du monde pour trouver les pires souvenirs de tous les endroits touristiques, parce que là encore il y avait des perles. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup de place dans mes bagages, j'ai déjà acheté trop de conneries, donc tout ce qui m'intéressait le plus était trop gros ou alors c'était à base de nourriture, d'alcool, de trucs que je peux pas ramener. Mais quand même j'ai trouvé un truc tout léger, les petites cuillères du parc Yellowstone. C'est quand même 17 $ la cuillère moche. Elles sont tellement grossières, je les adore. J'ai pas pu m'empêcher d'en prendre deux parce que je vais les mettre côte à côte comme ça avec le petit geyser là dessus qui sort. En vrai je trouve que c'est une trop bonne idée et je m'en veux de pas y avoir pensé avant avec tous les endroits que j'ai fait. C'est en live une nouvelle collection qui débute. Voilà, regardez, c'est pour ça qu'on vient ici. Plus de 20 personnes sont mortes ébouillantées et des centaines d'autres ont été gravement brûlées et mutilées après être descendues des promenades de bois. Et ben faut pas s'écarter des promenades de bois les gars. Ah, c'est beaucoup trop stylé d'être ici. Bon, c'est clairement pour ça qu'on vient à Yellowstone, hein, pour les geysers, les sources d'eau chaude. Je crois qu'il y a à peu près 500 geysers à Yellowstone et c'est l'équivalent de la moitié de tous les geysers qu'il y a dans le monde. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en voir. Jusqu'à présent, je n'avais vu qu'un seul, c'était en Islande. Alors il était énorme, mais il n'y en avait pas plein comme ici. Là, on regarde, il y a des sorties d'eau un petit peu partout. Et les couleurs, c'est magnifique. Je sais pas si c'est le soufre ou du fer. Alors là apparemment on est dans le cratère d'un volcan qui est rentré en éruption il y a 630 000 ans. Je sais pas si quelqu'un les ramasse mais tout le monde perd ses casquettes avec le vent. Il y en a partout. On veut aller là-bas, c'est l'endroit le plus connu. Le parking pour aller à cet endroit se trouve à 500 mètres là-bas, mais il est plein, il y a des queues de voitures, je pense qu'il faut plus d'une demi-heure pour y rentrer. La deuxième solution, c'est d'aller se parquer tout là-bas, là-bas, et de faire un aller-retour qui prend peut-être 1 heure. Et peut-être que je peux longer en bas et arriver au pont, mais je ne pense pas. Je vais essayer cette troisième solution, si j'y arrive, c'est bien, et si j'y arrive pas, on dira que c'est mort pour l'attraction principale, parce que je me vois mal attendre 1 heure. En plus pour être au milieu de tout le monde, même si c'est magnifique. Flemme, pas le temps. Pendant qu'on marche et que j'ai quelques minutes, regardez ce que je porte sur moi. C'est la nouvelle collection Toussaint Parfait. C'est une collab Spy Family. C'est une collab officielle. Vous reconnaissez le petit écusson de l'école. Spy Family en collaboration aussi avec Crunchyroll.
On a lancé ça il y a quelques jours, semaines, et il y a encore d'autres trucs à venir en rapport avec les animés. Tout c'est imparfait, je suis super content de ce qu'on arrive à faire. En plus la qualité est incroyable. Je vous embête pas avec ça, mais tout c'est imparfait. Pensez-y, ça nous soutient. Oh, la rivière elle doit être bien chaude là, avec toutes les sources chaudes qui se déversent dedans. Une petite tête là. On se rapproche du cratère principal et je me prends toutes les vapeurs. Ça sent un peu... Oh, c'est vraiment... Je suis dans un sauna. Ah, puis là il y a un courant d'air frais. Ah là c'est chaud, ah, c'est incroyable, vous ne voyez plus rien. Eh bien vous voyez, c'est pas l'attraction principale qui est la plus intéressante je trouve. C'est comme dans les animés, c'est pas le personnage principal que les gens préfèrent. Les gens préfèrent Vegeta à Sangoku, ils préfèrent Sasuke à Naruto, ils préfèrent Zoro à Luffy. C'est pareil, moi je préfère les bassins blancs, turquoise, ceux qui sont un peu plus élevés où on peut voir en profondeur dessus, plutôt que l'attraction principale. Je reprends la route, j'ai encore quelques centaines de kilomètres à faire aujourd'hui. Demain, dernière ligne droite, je pense que je suis à peu près à 1500 km de l'objectif, donc à faire en un peu plus de 24 heures, il va falloir tryhard. C'était très bien, le Wyoming très bien, Yellowstone. Dites-vous en plus que là je le fais de la manière la moins intéressante possible, c'est-à-dire en suivant la route principale et en m'arrêtant de ci, de là, aux attractions, aux points principaux. Mais en fait ce qu'il faut faire c'est se poser, faire des randonnées, marcher quelques heures pour trouver des spots incroyables. Je vous ai dit c'est énorme et j'ai vu pas un millième et je pense pas du tout le plus intéressant. C'est à creuser Yellowstone, c'est incroyable. Ceci était la 6e vidéo d'une série de 7 vidéos aux États-Unis. Elles sont toutes très différentes. N'hésitez pas à regarder celle des semaines passées si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous. À bientôt. Les gars, grave erreur. Il est 9h50 et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de filmer un cimetière aujourd'hui. On avait dit une journée un cimetière. Du coup, à 21 minutes d'ici, j'en ai trouvé un. Il s'appelle Sunset Cimetière, le cimetière du soleil couchant. Regardez-moi ça, le soleil qui se couche. Est-ce qu'on va arriver pendant qu'il fait jour? C'est le challenge. Victoire, on est arrivé avant la nuit. On est au Sunset Memorial Park et encore une fois, le cimetière est un peu différent. Ici, toutes les dalles sont dans le sol, il n'y a rien qui dépasse, à part les fleurs. Franklin Bretzman, sergent de l'US Air Force Vietnam. Donald J. Haka, Deuxième Guerre mondiale, US Navy. Eh bien c'est un cimetière de vétérans et on va se laisser là-dessus. Dites-moi s'il n'y a que moi que ça intéresse les cimetières. En tout cas moi je trouve ça super intéressant. Et puis en plus là il fait bon, on se balade, c'est aéré. 9e plein du voyage, si je me trompe pas. 48-27. 13 gallons 48. La journée s'arrête à 15 172 km. On a fait un peu plus de 1000 km aujourd'hui. Et malheureusement on va dormir dehors parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Hier j'ai fait 8 hôtels / motels différents sur la route, ils étaient tous complets. Donc j'ai encore dû dormir dans la voiture pour la 2e nuit de suite. Et regardez à côté de quoi je me suis garé, sans le savoir parce qu'il faisait nuit et que je voyais rien. Un cimetière